Le leurre du perfectionnisme. Se protéger par l'excellence, cela ne marche pas. Paul Valéry avait coutume de dire « La perfection est une défense ». Je me souviens d'un patient, brillant chercheur, qui préparait par cœur jusqu'au moindre détail ses cours, communications en congrès, conférences. Lorsqu'il est venu me consulter, il était épuisé, après 20 ans de ce régime au plus haut niveau de la recherche scientifique française, et il avait présenté 2 épisodes dépressifs assez sévères. Doté d'une estime de soi très vulnérable, il avait choisi une manière de se rassurer matériellement efficace, mais émotionnellement usante. Pendant des années, je me suis réfugié dans l'excellence pour vaincre mes angoisses. J'essaie toujours de me suradapter pour être sûr que l'on va accepter ma personne ou mes propos. Je peux témoigner que cela ne marche pas. N'agir que si l'on est sûr de réussir? Tout maîtriser pour ne rien risquer? La solution peut être adaptée à un certain nombre de situations ponctuelles, où il faut effectivement atteindre l'excellence. Mais le recours à la perfection est l'objet d'un usage abusif de la part des sujets à l'estime de soi vulnérable. Le perfectionnisme peut être adaptatif s'il est limité à l'atteinte d'objectifs précis, à des moments précis. Il devient contre-productif s'il est une façon de se rassurer par rapport à la peur de l'échec ou de l'imperfection. La fréquence de ce type de perfectionnisme névrotique est très élevée chez les sujets ayant des problèmes d'estime de soi. Le recours à ce perfectionnisme et à l'hypercontrôle est une relative impasse, et en tout cas offre un mauvais compromis confort-performance. Attention alors au cycle pression-dépression. L'action, pas la pression. Là encore, il ne suffit pas de comprendre. Il faut aussi pratiquer. D'où la mise au point, en thérapie comportementale, de nombreux exercices de lâcher-prise. On recommande de commencer d'abord petit et hors du champ de ce qui serait une menace trop directe et trop violente sur l'estime de soi. Par exemple, on commence dans le champ des loisirs, en demandant aux patients d'arriver volontairement en retard au cinéma ou de n'accomplir une tâche domestique qu'à moitié. Toute chose désagréable, mais vivable. L'idée de ces exercices est d'observer ce qui se passe vraiment alors. Le patient peut vérifier par lui-même qu'il ne se passe alors rien de bien grave, et que sa pression continuelle pour que les choses soient parfaites est l'expression de croyances inadaptées. Si je fais pas comme cela, ça ira mal, plus que d'une quelconque réalité. On ne passe qu'ensuite à des situations qui mettent un peu plus directement en jeu l'estime de soi, c'est-à-dire qui ont lieu sous le regard social. Inviter des amis sans préparer le repas, et donc décongeler quelque chose ou faire un grand plat de pâtes, ou les recevoir alors que l'appartement est en désordre complet. L'amitié que l'on vous porte devrait survivre à cela. Et savoir lâcher prise à propos de détails semblables devrait aussi vous permettre de mieux profiter de vos amis. Face à la complexité du monde, que vaut-il mieux faire? Tenter d'augmenter désespérément notre contrôle et notre performance, ou augmenter l'estime de soi, en s'attachant à la cultiver à l'écart de tous ces leurres, performance, reconnaissance. Lâcher prise sans renoncer à l'essentiel. Faire simple. Le doute sur soi nous met parfois dans de beaux draps. J'ai souvent vu mes patients en souffrance d'estime de soi se lancer dans des entreprises très compliquées au lieu de faire simple. Alors qu'ils avaient juste un petit discours amical de bienvenue à faire en public, ils se lancent dans une diatribe ésotérique pleine de sous-entendus et d'allusions, simplement parce qu'il y a dans l'assistance un ancien polytechnicien. Placé à table à côté de ce même polytechnicien, il pense qu'il faut élever le débat et tente en permanence d'aborder les grands sujets de politique internationale lus attentivement le matin même dans leur quotidien. Alors que leur discours aurait gagné à être simple et chaleureux, tourné vers tous et non vers un seul. Et leur conversation aurait été plus légère et plus plaisante si elle avait suivi le fil de la spontanéité.
essayons de ne pas voir les actes et les attitudes simples comme l'expression de la simplicité d'esprit, mais comme celle de sa clarté. Oser faire simple est paradoxalement l'apanage des personnes à bonne estime de soi, qui n'ont pas besoin de se retrancher derrière le complexe pour cacher leurs lacunes. Elles ne cherchent pas à se faire remarquer, mais à tenir leur place, à jouer leur rôle au sein de la symphonie relationnelle prévue. Voici une anecdote qui a eu lieu lors d'un de nos récents groupes de thérapie à Sainte-Anne. Nous accomplissions des exercices pour lutter contre le sentiment de honte excessive. La consigne est alors de s'exposer, sous le regard du groupe, dont on sait tout de même qu'il est composé de personnes bienveillantes, à faire quelque chose de légèrement ridicule. Ce jour-là, il s'agissait de chanter une chanson de son choix, a cappella. Comme tout le monde tremble un peu, je me lance en premier. Et comme je chante plutôt faux, les visages se détendent un peu. Voilà, je suis un peu gêné, mais toujours vivant. À qui le tour? Les premiers se lancent alors en chantant Frère Jacques ou la Marseillaise. Au début, ils s'interrompent, confus, horrifiés, en disant « C'est ridicule, je chante tellement mal ». Mais nous leur demandons de persévérer. Le but de l'exercice n'est pas de bien chanter, mais de chanter, tout simplement, pour apprendre à continuer d'agir malgré l'impression d'être ridicule, pour apprendre à ne plus obéir à cette maudite sensation de honte qui se déclenche à tout propos, de manière excessive, ne plus s'affoler à cause de ces fausses alarmes et continuer ce que l'on était en train de faire. C'est maintenant le tour de Lise, une jeune patiente du groupe, aussi gravement complexée qu'elle est intelligente. Lise ne sait jamais faire simple. Elle choisit toujours des mots raffinés, ne parle que si elle a quelque chose de nouveau ou d'intelligent à dire, ne questionne que si elle est sûre que sa question est une vraie question, etc. Là, je sens qu'elle va nous faire un truc bizarre. Et voilà. Au lieu de chanter une comptine d'enfant, pour se concentrer simplement sur la bagarre contre la honte et laisser les automatismes de sa mémoire chanter pour elle pendant qu'elle s'occupe de ses émotions, Lise tente d'interpréter l'opportuniste de Jacques Dutronc. Pas facile du tout à chanter. Mélodie virevoltante, trémolo de voix. Évidemment, elle a du mal, comme les autres, bien qu'elle chante plutôt juste. Évidemment, après quelques phrases, elle s'effondre. « Vous voyez, je suis trop nulle !» Tout le monde la console, et quelques-uns commencent à lui dire « Tout de même, tu es allé te mettre dans un sacré pétrin. C'était dur de chanter ça. » Lise explique alors qu'elle n'a pas osé choisir Frère Jacques ou une chanson simple pour ne pas avoir l'air sotte. « Mais nous aussi, nous avons eu l'air sot. »« Oui, mais vous, c'est pas pareil. Vous avez l'air moins sot que moi dans ces cas-là. » Nous avons beaucoup travaillé, jusqu'à la fin du groupe, à aider Lise à faire simple, sans s'en sentir pour autant dévalorisée, mais allégée. Et elle a fait de beaux progrès. L'action comme but en soi. Dans son essai sur le mythe de Sisyphe, Albert Camus s'intéresse à l'état d'esprit de ce dernier, condamné par les dieux à rouler éternellement un rocher jusqu'en haut d'une montagne et à le voir éternellement dégringoler vers le bas, juste au moment d'atteindre le sommet. Camus cherche à comprendre comment Sisyphe peut ne pas sombrer dans le désespoir. Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Cet univers sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Sans aller jusqu'à rechercher la souffrance de Sisyphe, ni à prendre la pause dans une mise en scène grandiloquente de notre quotidien, attachons-nous, tout simplement, à faire notre boulot d'être humain. Il ne faut pas seulement agir pour réussir ou obtenir un résultat. Il faut aussi agir pour l'action elle-même. D'une certaine façon, l'être humain est né pour agir. Et il existe un lien indissociable entre son bien-être et l'action quotidienne. Toutes les études montrent qu'agir améliore l'humeur, mais aussi qu'améliorer l'humeur, même de façon très discrète et inconsciente à la personne, facilite l'action.
l'action contente. Nous reparlerons de tout cela en fin d'ouvrage. Cette façon de penser est largement utilisée dans les approches méditatives de type mindfulness, pleine conscience, et se résume en une formule. Dans tous mes actes, être présent à ce que je fais. M'absorber dans l'action et prendre régulièrement l'habitude de ne pas juger ce que je fais, si c'est réussi ou non. Juste le faire, ou ne pas le faire, mais en toute conscience et en toute acceptation. Un de mes jeunes patients m'avait un jour résumé cela dans la maxime « Pour bien faire, il faut parfois savoir ne rien faire ».